Très chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler suite à une affaire qui est tombée cette semaine avec un rapport de, je ne sais pas si c'est un rapport parlementaire ou un rapport DRG, enfin bref, un rapport sur l'islam en France qui nous révèle que la majorité des mosquées, des écoles coraniques ou autres seraient infiltrées par les frères musulmans et que ça crée de l'entrisme dans l'islam et qu'il y avait des pressions pour porter le voile, pour manifester, pour avoir des lieux de prière dans les lieux publics, les universités, les écoles, les clubs de sport, etc. etc. Et que c'était dangereux pour la France. Et donc la vidéo que j'avais envie de vous faire pourrait se résumer sous le nom La France découvre l'islam. Parce que je trouve ça incroyable qu'on soit en 2025 et qu'on a l'impression de découvrir la Lune et qu'il y a un problème avec l'islam. J'hésitais à dire les islams, parce qu'il y a différentes formes d'islam, comme vous le savez tous, je ne vais pas vous faire un cours. Mais non, je sais que l'islam prône l'unité, donc je vais dire l'islam, mais en développant un peu les différentes pratiques. Je ne vais pas aller dans qu'est-ce que c'est le salafisme, ou je ne sais pas moi, les chiites, les sunnites, je ne vais pas rentrer là-dedans. Juste vous dire que dans mon adolescence, en fait, moi j'ai grandi à Valence et au lycée, j'étais dans un lycée public et je traînais avec des musulmans. Les Arabes, bon, ils se comportaient comme des Arabes de quartier, de cité, mais ils s'habillaient en français, parlaient en français avec quelques mots d'arabe et se comportaient tout à fait bien pour certains, bon, d'autres un peu plus en mode racaille, mais des Français aussi, je dirais. En fait, ça dépend de l'environnement. C'était ceux qui viennent de cité, peu importe leur origine, qui se comportaient comme des racailles. Et c'est pas le fait de l'origine ethnique. Et également, je tenais à signaler que finalement, les Arabes étaient très peu pratiquants. Enfin, ce qu'on appelle les Arabes, hein, mais en fait, en réalité, ce sont des Maghrébins qui ne sont pas arabes. Et qu'en fait, les plus pratiquants, c'était les Comoriens en général qui enseignaient aux Maghrébins, je vais dire, euh, à connaître l'islam. Puisque pour beaucoup d'entre eux, ils pratiquaient pas ou peu, comme je l'ai dit, sauf pendant le mois de Ramadan. Et encore, ils le pratiquaient d'une manière très légère. Moi, je me rappelle que je connaissais assez quand même l'islam, puisque comme vous me connaissez, j'adore la théologie, la psychologie, l'ethnologie, les cultures du monde. Et donc, je trouvais ça très drôle quand mes amis ils faisaient le Ramadan, de leur faire remarquer, bon, tu manges pas soit, mais tu as du gel dans les cheveux, tu fumes une clope, tu te mets du parfum, et en fait, tu as le droit de rien faire de tout ça. Le Ramadan, ça consiste pas seulement à ne pas manger pendant la journée, ça consiste en tout un ensemble de choses pour rester pur. D'ailleurs, blague à part aussi pour mes amis qui voulaient pas jurer ou autre pendant le Ramadan, je leur disais, mais tu sais, le reste de l'année, t'as pas le droit non plus. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que pendant le mois de Ramadan, tu essaies d'avoir une vie saine que le reste de l'année, tu dois rien glander du tout et te laisser aller total. Bref. Pour ma carte de légitimité, il y a aussi mon ex-femme qui est musulmane, qui est somalienne. Mon fils est musulman pratiquant. Et la majorité de mes meilleurs amis. Donc voilà, je me permets d'en parler, non pas en tant que musulman, mais en tant que quelqu'un qui, je ne vais pas dire qu'il s'y connaît beaucoup, ce serait très prétentieux, je veux dire qu'il connaît un peu, à la fois l'islam et qui fréquente des musulmans, certains pratiquants, d'autres pas pratiquants. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que donc je suis parti de Valence en 2004 et c'était comme ça. J'ai vécu 17 ans à Genève, où à Genève, en fait, ce qui m'avait sauté aux yeux, c'est que quand je rencontrais des Arabes ou des musulmans ou des Maghrébins, ils étaient parfaitement intégrés à la société suisse. Et ça m'intriguait beaucoup, je me disais, tiens, c'est bizarre. Puis je découvrais que là-bas, finalement, les racailles, c'était les Albanais et les Somaliens. Et en fait, j'ai compris. Finalement, ce sont les fortes minorités qui prennent le pouvoir, en quelque sorte, de la rue ou de l'école ou de ce que vous voulez, de l'environnement, en mode bad boy, racaille. C'est pas forcément l'origine qui fait. C'est que si vous mettez beaucoup d'une certaine communauté dans une ville, bah, c'est eux qui vont gérer, je ne vais pas dire la rue, mais les règles de la société en dehors justement des lois
et de la société. Et donc, en fait, j'avance. Le deuxième point que je voulais vous apporter, c'est que justement, il y a des pays, comme par exemple le Liban, qui était surnommé la Suisse du Moyen-Orient, qui est réputé pour avoir été un pays extrêmement laïque, où tout se passait à merveille, jusqu'à la guerre avec Israël dans les années 60, qui a fait qu'ils se sont pris une vague très importante de Palestiniens, donc de musulmans, et qu'en fait, ça fait trop de musulmans d'un coup pour un petit pays de 6 millions d'habitants, je crois. Et récemment, une vague de Syriens suite à la guerre en Syrie, et ce qui a complètement perturbé le pays. Je voulais également vous parler justement de l'exemple de mon ex-femme qui me disait qu'elle, quand elle était petite en Somalie, les femmes, elles s'habillaient en robe, en jupe, elles se maquillaient, les hommes, ils s'habillaient comme des occidentaux, ils écoutaient de la musique, il y avait de la musique dans la rue, c'était la fiesta, et qu'en fait, depuis la guerre de Somalie, les chebabs ont pris le pouvoir, et maintenant toutes les femmes sont voilées, interdiction d'écouter de la musique, de danser, de faire la fête, d'avoir le moindre comportement qui ressemble à l'Occident. L'Afghanistan, c'est pareil, j'ai entendu récemment la vidéo d'un gars qui a fait le tour du monde et on lui demandait c'est quoi le plus beau pays que vous ayez vu dans votre vie, enfin beau, dans le sens esthétique et à la fois dans le sens culturel. Et il disait l'Afghanistan. Et j'étais choqué, j'étais attends, l'Afghanistan de nos jours, ça a tellement une mauvaise réputation. Mais bon, bref, ça a changé. En fait, je vous prends l'exemple de pays qui ont complètement vrillé. Je pourrais vous parler également de l'Iran. Mon meilleur ami était iranien, était paix à son âme, Shan. D'ailleurs, il s'appelait Shanil, donc Shanil comme le Shah d'Iran. Et lui et sa famille ont fui la révolution islamique de 1981, je crois, ou 82. Et ils sont venus ici, et pareil, l'Iran est passé du pays le plus développé avec la Libye, donc je mets les deux ensemble, à la fois du Moyen-Orient et à la fois pour la Libye de l'Afrique du Nord, des pays où il faisait bon vivre et tout allait bien, et c'était des sociétés laïques, on pourrait même mettre la Syrie dedans. J'ai mes parents qui sont allés en Syrie en 2011, ils m'ont dit que c'était merveilleux. Donc c'était des pays, en fait, où la société était laïque, qui faisait bon vivre, et les musulmans pratiquaient l'islam sans emmerder les autres, et que tout allait bien. Et qu'en fait, comme on le sait aujourd'hui, ce sont, comme souvent, les États-Unis qui ont créé des groupes paramilitaires à base d'islam radical, au Pakistan pour bouleverser l'Afghanistan, dans leur conflit avec l'URSS de l'époque. Ce sont eux qui ont formé Al-Qaïda et donc Ben Laden à l'époque pour aller combattre justement d'abord en Afghanistan, puis après la bête s'est retournée contre eux comme d'hab. Donc le régime syrien, j'en ai parlé, l'Irak, Saddam Hussein aussi, il tenait tout ça d'une main de fer, tout comme Kadhafi en Libye. Et en fait, je vous explique juste comment des sociétés musulmanes, essentiellement, mais laïques, ont basculé dans des régimes islamiques radicaux par la faute des Occidentaux. Donc là, je vous ai parlé des États-Unis, mais à la fois, je pourrais également mettre le rôle de la France là-dedans, parce qu'on a participé à la coalition en Irak, bien qu'on n'était pas d'accord en 2003, puis en Libye, etc. Donc, il y a eu toutes ces vagues migratoires vers l'Europe qui ont succédé à ces guerres, à ces conflits qui, eux-mêmes, ont eu une paupérisation de la société par la suite. Et qu'en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que dans tous ces pays, finalement, c'est la guerre et le conflit et la famine qui ont fait monter l'islam. Et en fait, c'est un phénomène qui existe dans toutes les religions, c'est très logique. Quand vous regardez des documentaires sur le Cameroun, le Congo, récemment, je voyais une émission qui s'appelle Les routes de l'impossible, qui était sur l'ex-Zaïre, donc il y a deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Et dans ces pays-là, les gens, ils vivent dans une misère la plus totale, mais ils sont tous ultra pratiquants de christianisme. Et en fait, ils se mettent, je sais pas, la route, c'était genre, ils font 100 km en 4 jours.
Et puis ils arrivent, ils n'ont rien à manger, ils sont là, Dieu merci. Et puis leur premier réflexe, c'est d'aller à l'église. Donc en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que finalement, dans les sociétés évoluées, les gens perdent leurs racines à la religion, toute forme de religion, et de spiritualité, puisque ça marche aussi pour les pays qui sont bouddhistes, qui sont taoïstes, etc. Et qu'en fait, c'est souvent dans la pauvreté qu'on se réfugie dans les vieilles valeurs, dont la religion. Je prends également l'exemple des voyages que j'ai faits en Tunisie, au Maroc. En fait, j'ai rencontré des gens plutôt de la classe sociale élevée, et en fait, les femmes, elles étaient tout à fait comme des occidentales, les hommes aussi. Et en fait, quand on parlait d'islam, ils me disaient que ça touchait plutôt les couches très très pauvres de la société, de rencontrer des femmes voilées et des gens musulmans extrêmement pratiquants. Et qu'en fait, c'est le fait d'être ouvert sur le monde qui les émancipait quelque peu de la religion, bien qu'ils restent musulmans, mais pour beaucoup plutôt sur la branche soufie, pour ceux qui connaissent. Donc une branche qui se remet en question, qui est complètement différente du dogmatisme musulman, qui s'ouvre à d'autres cultures, à d'autres connaissances. En fait, de base, le soufisme, c'est la branche ésotérique, mais bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Et les printemps arabes, j'y viens, ont également été fomentés par les États-Unis, la CIA et le Qatar. Le Qatar, qui est berceau des frères musulmans, donc je vais refaire le lien avec la France, qui ont renversé des dictatures, soit, mais pour mettre à la place des régimes dits islamistes. Donc en fait, de nouveau, on bascule dans... C'est pas une guerre, mais il y a une révolution qui retourne une société laïque pour créer des mouvements, en fait, où dans la pauvreté, en fait, les frères musulmans, c'est ça leur art. C'est comme ça qu'ils ont pris le pouvoir en Égypte. Je terminerai après sur... En fait, ça rejoint avec les printemps arabes. C'est que si vous prenez l'Égypte, vous pouvez taper sur YouTube discours de Nasser le voile, et vous verrez qu'il y a Nasser dans les années 50 qui est interrogé par un homme, un journaliste à propos des frères musulmans, et on lui demande est-ce que vous pensez qu'il serait bien de voiler les femmes dans la société égyptienne? Et Nasser répond au journaliste avec ironie et lui dit mais toi, tu n'arrives même pas à voiler ta fille. Comment voudrais-tu que moi, je voile toutes les femmes d'Égypte? Et là, tous les journalistes et tous les gens présents explosent de rire parce que dans les années 50, c'était inimaginable pour eux de penser à voiler une femme. Donc, je prends le voile comme exemple, mais l'islam ne se résume pas au voile, bien évidemment. Mais bref. Et moi, je suis allé en Égypte en 2000, je ne me rappelle plus, 2011, 2012, 2013, enfin bref, dans ces eaux-là. Et c'est vrai que l'Égypte, c'était pour moi le plus beau voyage du monde en termes de richesse culturelle et architecturale, ça c'est sûr, de passif que tout le monde connaît. Mais humainement, c'était quasiment le pire voyage de ma vie. C'est que les gens sont très fermés d'esprit. Quand tu es un touriste, pour eux, tu as un portefeuille sur pattes. Et ils sont extrêmement musulmans. Donc en plus, ils renient leur passé polythéiste. Donc en fait, il n'y a jamais d'Égyptien qui va voir une pyramide ou qui va à un temple à Luxor. Ça ne les intéresse pas. Ils renient complètement ce passé parce qu'ils sont musulmans, pratiquants, très pratiquants. Et en fait, passé 18 heures, il n'y a plus personne dans la rue, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. C'est vraiment un pays extrêmement refermé sur lui-même, bien qu'un pays extrêmement touristique. C'est ça qui est fou. Donc, je continue. Je vous ai parlé de tout ça, Nasser, l'Iran, les printemps arabes, c'est pareil. Enfin bref, tout ça pour vous dire que finalement, ce sont des éléments extérieurs qui ont transformé ces sociétés. Le lien que je fais en fait avec la France, c'est l'immigration, évidemment. Et en fait, l'immigration a
a fait suite aux guerres qui ont été faites par les pays occidentaux, dont la France. On n'a pas participé à tous, mais en partie. Et en fait, moi, je sais que j'en parle souvent dans les stages, il y a des gens qui me disent, oui, mais l'immigration, l'islam, ces gens nous détestent. Et je leur dis souvent, oui, mais pourquoi ils nous détestent en fait Pourquoi il y a eu des attentats, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, Nice, etc. Pourquoi ces gens nous détestent? Pourquoi ces gens ont voulu faire des attentats en France? Tout simplement parce que la France a participé à bombarder la Syrie, détruire la Libye, bouleverser l'Irak. Je crois même qu'on a fait partie de la coalition en Afghanistan. Enfin bref. C'est logique que des gens qui ont tout perdu, qui avaient une vie paradisiaque à Damas, on les bombarde, on détruit tout, on tue leur famille, et puis eux, ils passent 6 semaines sur la route ou à prendre des bateaux pour arriver chez nous, ils nous détestent. Certains, pas tous, hein, ont envie de se venger. Et en fait, c'est assez logique. Et donc, comme je vous parlais de ce phénomène communautariste, j'ai pris l'exemple des Somaliens. Donc, mon ex-femme me disait, je comprends pas, parce qu'en Somalie, toutes les femmes étaient libres et les hommes étaient respectueux. Et en fait, c'est qu'en Suisse que les femmes, elles sont voilées et que les hommes, ils retrouvent leur côté macho, musulman, patriarcaux. Et en fait, il y a ce phénomène communautaire qui se crée quand on part à l'étranger. C'est aussi ça qui est très intéressant, c'est que quand on est au pays, on se comporte bien parce qu'il y a une pression sociale qui condamne les gens trop fermés d'esprit. Alors qu'à l'inverse, quand on est en Occident et qu'on est dans des petites communautés et qu'on se serre les coudes, finalement, il y a l'effet inverse, c'est que la pression sociale vise à surveiller à ce que l'autre se comporte bien comme un blédard. Et donc c'est ça qui est très intéressant, comme je vous disais dans une de mes dernières vidéos. Ces gens-là, j'avais parlé des Algériens parce que ça fait l'actualité, se comportent extrêmement bien quand ils sont en Algérie. Vous prenez un Malien, un Sénégalais, tout ce que vous voulez, ils se comportent bien dans leur pays. C'est qu'en France qu'ils font n'importe quoi, que ce soit dans la délinquance ou que ce soit dans le refuge musulman ou islamique, appelez ça comme vous voulez. Mais parce qu'en fait, ils n'ont plus de repères quand ils arrivent ici, donc ils se réfugient dans les valeurs qu'ils ont avec les gens qui les comprennent. Donc en fait, il y a cette manière de se refermer sur soi. Je ne dirais pas qu'il est automatique, mais je dirais qu'il peut être légitime. Moi-même, je suis métisse. Quand j'étais plus jeune et que j'allais à Marseille ou à Bordeaux ou quand je suis arrivé à Genève, la première chose que j'ai fait, c'est de chercher des communautés malgaches. Parce que j'avais besoin de retrouver un lien, et pas un lien français, parce que la France, quand on est à Marseille ou Bordeaux, ou à Lyon ou à Genève, je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher des Français, il y en a de partout. Mais je veux dire par là que j'ai toujours eu quand même ce besoin de rencontrer des malgaches. Et en fait, c'est complètement logique. Enfin, jusqu'à ce que ça me saoule, parce que j'ai pas envie de vivre comme à Madagascar alors que je suis en Europe. Chacun son état d'esprit, quoi. Enfin bref, et pour dernier point que je lis au sujet, c'est que aux frères musulmans, c'est pourquoi, il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais pourquoi les pays musulmans, ils veulent pas accueillir les Palestiniens en ce moment, les Gazaouis? En fait, c'est simple, parce que les Gazaouis et le Hamas sont financés par le Qatar, qui sont donc eux-mêmes influencés par les frères musulmans, et qu'en fait, l'Égypte, qui est déjà passée par là, et les autres pays autour, ils ne veulent pas de Palestiniens de peur qu'ils influencent leur société comme un virus des frères musulmans. Et qu'en fait, qu'ils radicalisent les musulmans de leur pays libre. Certains sont laïcs, d'autres sont islamiques, officiellement je parle, en termes de... de république islamique ou de royauté islamique, enfin bref, ce sont des pays islamiques officiellement. Donc eux-mêmes ne veulent pas d'influence des frères musulmans. Voilà pourquoi ils ne veulent pas aider ou recevoir de Palestiniens.
Ils ne veulent pas se faire infecter par le truc. J'en reviens à notre sujet, la France. Pourquoi la France découvre l'islam? C'est qu'il y a toujours eu des musulmans qui arrivaient dans les années 50, 60, 70, et en fait, ils n'étaient pas pratiquants musulmans, ils voulaient s'intégrer. Et en fait, ce sont les deuxième, troisième, quatrième générations, ainsi que les musulmans qui arrivent de nos jours, qui se revendiquent. Donc comme je vous l'ai dit avant, quand j'ai quitté la France, je vous ai donné le cadre au début de la vidéo. Quand je suis revenu en France 18 ans après, je suis revenu dans la Drôme, donc j'étais à Pierre-Latte, mais du coup j'allais à Montélimar que je connaissais depuis mon adolescence, Avignon, Bolène. Et je faisais tous les petits marchés des petites villes, Pont-Saint-Esprit, Saint-Paul-Trois-Châteaux, tout ça. Et j'étais frappé en faisant les marchés de voir qu'en fait il y avait chaque fois deux marchés. Un marché pour les blancs et un marché pour les rebeux. Donc c'est comme s'il y avait la moitié du marché avec des commerces français, disons. Et on traversait une rue, et je disais en rigolant, je traverse la rue, en fait j'ai traversé la Méditerranée, quoi. C'est que là ça vend des voiles, je me rappelle plus du nom, des tadjines, des plats, des tasses, un service à thé marocain, tout, je sais pas moi, du couscous, des dattes, enfin je vais vraiment dans la caricature, quoi, des pois, enfin. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en 18 ans pour que la France change comme ça? Et des femmes voilées, des mecs en djellaba avec des beubards comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en France? Et donc il y a ce repli communautaire des Français. En fait, ils sont Français. Là, je ne parle pas des blédards qui arrivent par centaines de milliers. Je parle des Français qui sont là depuis 3-4 générations. Pourquoi des petits-fils d'eux ont des parents qui eux-mêmes s'exaspèrent de voir leurs enfants encore plus pratiquants qu'eux? D'ailleurs, moi-même, mon fils est plus pratiquant que mon ex-femme. Il y a vraiment quelque chose de très générationnel là-dedans. Et en fait, je réalise qu'il y a vraiment ce phénomène, effectivement, de l'entrisme des frères musulmans, en fait, qui a l'intelligence de troquer les liens sociaux, l'associatif, l'humanitaire, les écoles, les hôpitaux, contre une pratique religieuse, rigoriste. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à transformer l'Égypte, et c'est ce qui se passe en France actuellement. Et pourquoi ça se passe facilement en France, ou en Belgique d'ailleurs pour les Belges? Parce qu'on a ghettoisé les gens, on les a parqués tous même origine, dans le même quartier, paupérisés, et qu'en fait, vu que ces gens se sentent rejetés de la société française, parce qu'on dit souvent, ils ne s'intègrent pas, mais nous ne les intégrons pas. Et en fait, en les laissant tous ensemble, ça crée ce lien social influencé par les frères musulmans, qui les pousse à des pratiques religieuses et à faire du prosélytisme, parce que l'islam invite, voire oblige les pratiquants à faire du prosélytisme. C'est pas du tout comme les autres religions, où pour devenir juif ou chrétien, il faut passer par certaines démarches, mais on n'est pas censé dire aux autres qu'ils doivent se convertir à notre religion, alors que l'islam a la vocation à se diffuser dans le monde. Donc en fait, le musulman pratiquant a vocation à dire aux autres musulmans quand ils font des fautes et à tenter de convertir les non-musulmans à le devenir. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ça transforme des sociétés ouvertes, comme j'ai pris l'exemple des autres pays, mais là on est sur la France, à des sociétés prosélytes qui se surveillent entre eux, qui se fliquent dans les cités ou les quartiers, pour savoir si la fille qui n'est pas voilée, c'est donc une salope, ou le mec qui ne fait pas le ramadan, il mérite des coups. Donc vous voyez, on a reproduit un petit Afghanistan en France, en fait, quelque part. Et je répète bien, l'Afghanistan qui est un pays libre auparavant. Donc, pour moi, j'en arrive à mes conclusions, c'est pas la faute de l'islam, parce que c'est comme toutes les religions, dans n'importe quelle religion et spiritualité pour les athées qui me regardent,
En fait, il y a toujours eu des gens qui sont ou qui lisent. En fait, on lit le même livre et certains vont lire ah bah tiens, il y a marqué de l'amour et les autres ils vont lire il y a marqué il faut tuer son ennemi. Donc, c'est pas la religion, l'islam ou la religion ou la spiritualité de chacun qui fait, mais c'est de quelle manière on le pratique. Donc, pour refaire le tour brièvement, finalement, c'est le fait de pauvreté, de ghettoisation, de communautarisme et de manque de représentativité sociale. Ça, c'est vraiment un facteur très important. C'est qu'on dit souvent, en France, il y a 6 millions de musulmans. Bon, je pense qu'il y en a plus, pas tous pratiquants. Mais quand on regarde la télé, qu'on écoute la radio ou qu'on regarde l'Assemblée nationale ou le gouvernement, il y a très très peu de représentation musulmane et finalement c'est comme si on ne leur donne pas d'exemple. À chaque fois qu'on invite des gens à la télé pour représenter des musulmans ou qu'on entend parler de musulmans, c'est des faits divers pour dire tiens il y a eu un coup de couteau ou il s'est passé un drame. Donc forcément quand il y a un mec qui fonce dans une foule en criant Allahu Akbar, les gens se méfient des musulmans sans savoir que peut-être que dans l'appart d'à côté, le médecin c'est un musulman mais sauf qu'il ne le dit pas. Il ne crie pas sur tous les toits. Donc en fait, on focalise toute l'attention sur les musulmans qui se comportent mal et pas du tout sur l'extrême majorité des musulmans qui se comportent bien. Je voulais également parler en termes de manque de perspective d'avenir. C'est qu'en gros, on dit à ces jeunes, un peu comme les blacks aux États-Unis, c'est que finalement, pour réussir dans la vie, il y a le rap, le foot ou éventuellement le kebab. Donc franchement, c'est tellement caricatural. Donc c'est comme si ces populations, là je sors de l'islam, mais ces populations pauvres, immigrées disons, on les laisse tous ensemble et on leur dit on ne vous intègre pas. Puis après, l'école républicaine, elle ne fait pas le boulot, c'est logique. Parce que si sur 35 élèves dans une classe, il y a 25 musulmans et que le prof est musulman, vous vous doutez bien qu'on ne va pas créer des futurs Balzac ou Victor Hugo. Je suis désolé, c'est pas méchant ce que je dis. Mais parce que leur rythme scolaire va être influencés par leur culture. Si en cours d'histoire on leur apprend nos ancêtres les Gaulois, ils vont bien se marrer. Si on leur parle de la loi de la laïcité, ils vont dire n'importe quoi. Il y a une forme de logique. Donc en fait, il faut mélanger les gens. Et ça, c'est l'exemple que je reviens sur l'exemple de la Suisse, quand je vous avais dit, tiens, pourquoi les musulmans en Suisse, ils se comportent extrêmement bien. Et en fait, j'ai compris, parce qu'en fait, la Suisse a un modèle social qui est de mixité sociale. Donc c'est pas seulement une mixité culturelle et religieuse et ethnique, c'est une mixité sociale, c'est-à-dire que dans le même immeuble, il peut y avoir un médecin, quelqu'un qui vit en aide sociale, quelqu'un qui est au chômage. On ne met pas tous les pauvres dans le même quartier, tous les riches dans le même quartier. Enfin, les riches, si, ils se mettent entre eux parce qu'ils s'achètent des villas. Mais sinon, entre la classe pauvre et la classe moyenne, tout est mélangé. En Suisse en général. Je dis bien en général, parce que moi je connais peu la Suisse. J'ai vécu, comme je vous ai dit, 18 ans à Genève, mais Genève pour les Suisses, c'est pas la Suisse. Et là, je vis à côté de Bienne, et je pense que c'est ça, il y a une sorte de mixité sociale. Et là où je suis d'ailleurs, essentiellement, il y a des Portugais, donc ça pose pas vraiment de problème. Donc, le manque de perspective d'avenir, rejet des dérives sociétales, voilà, il y a aussi ça, c'est qu'on donne pas l'exemple. En fait, il y a un truc aussi où les Français s'auto-flagellent en disant tout le temps, ça, je suis désolé, c'est la faute des gauchistes, que la France, ça se résume à la Révolution française, la loi sur la laïcité, mai 68, et le wokisme. Et ça fait pas rêver les autres pays, ça fait pas rêver les autres cultures. Avant, quand imaginez un Malien ou un Ivoirien, déjà, il apprenait le français à l'école. Il arrivait en France, il se disait « je veux devenir un Français, je veux apprendre, je suis curieux de connaître l'histoire je sais pas moi, de Saint-Louis, je sais pas moi, de Dumas, de Napoléon, de tous nos exemples, nos modèles, de Charlemagne, enfin bref, bien qu'il était plutôt allemand que français, l'histoire nous trompe, mais bref, ça c'est une petite parenthèse. Donc finalement, mixité sociale, c'est de mélanger tout le monde et d'arrêter de mettre tout le monde dans
le même paquet. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas vrai que immigration égale délinquance ou islam, parce que ces gens se comportent bien dans leur pays et que c'est qu'eux arrivés en France qui font n'importe quoi. Donc ma conclusion, c'est ça, c'est à nous de les intégrer, les assimiler, les mélanger et surtout leur donner envie d'être français. En disant, nous, on a un passé magnifique, regardez comme c'est beau, tout ce qu'on a traversé pour en arriver là où nous sommes, comment les femmes ont obtenu des droits à travers des luttes, comment les salariés aussi à travers des luttes sociales ont réussi à obtenir des choses à travers la syndicalisation, etc. Et en fait, histoire que les gens qui arrivent en France se disent « je veux en faire partie ». Parce que si on passe notre temps, quand j'ai dit que c'était du gauchisme, à nous résumer à qu'est-ce que c'est la France, la colonisation, on a fait beaucoup de mal, on passe notre temps à aller, Macron, à aller demander pardon de l'autre côté de la Méditerranée, ou notre arrogance à aller faire la morale en Afrique, ou à dire que nous sommes le pays des droits de l'homme et des lumières, et vous autres, les autres peuples, vous êtes des merdes, ça fait pas rêver les gens. Ça leur donne une envie de revanche. Regardez l'Algérie. La guerre en Algérie, c'était il y a 50 ans, il y a encore des gens qui nous détestent. C'est pas à cause de la guerre, hein. Sincèrement, c'est pas du tout une revanche colonialiste ou guerrière. C'est parce que on leur vend l'inverse de leurs valeurs. Je reviens pas sur le wokisme et les LGBT et tout, parce que j'en ai déjà parlé assez. Mais franchement, on est dans une société qui s'auto-flagelle, qui se déteste elle-même, qui fait que les jeunes ont fantasmé, moi ma génération, tout le monde fantasmé sur les États-Unis ou sur les mangas japonais. Mais il n'y avait rien qui nous donnait envie d'être français, d'appartenir à la France. Je veux dire, même avant, dans le foot. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, tout le monde rêvait d'être le Brésil, on ne rêvait pas d'être la France. Quand on jouait au foot ou au basket, on rêvait d'être Michael Jordan, ou les Chicago Bulls, ou la Dream Team de 92. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, la France, c'est quand même un pays immense et magnifique, avec une histoire incroyable, mais qui passe son temps à dire que tout ce qu'elle a fait, c'était de la merde et détestez-nous. Détestons-nous et détestez-nous, parce que quand vous arrivez en France, vous pouvez vous essuyer sur nous et venir comme vous êtes, comme au McDo, et qu'on va tous se mélanger comme ça, on va faire un gros truc LFI et ça va marcher. Donc non, pas du tout, c'est pas ça, c'est que ok, on a un pays laïque, chacun de sa religion, ou pas, parce que je respecte aussi les athées et les agnostiques. Mais tout est dans l'éducation, la tolérance, qu'on soit un pays laïque ou pas. Je vous ai pris l'exemple du Maroc. Moi, je vais au Maroc, sincèrement. C'est un royaume musulman, islamique. Mais franchement, vous allez au Maroc, les gens, c'est de l'or. On est accueilli, il n'y a personne qui te dit « Ah ben tiens, t'as une croix autour du cou, ça me pose problème. » Même le Maroc pauvre, hein, les gens sont géniaux, ils sont accueillants, bienveillants, chaleureux. J'en parle aussi pour la Tunisie, hein, histoire de ne pas faire de jaloux. Les autres pays, je ne les connais pas, hein. Hélas, je ne suis jamais allé en Libye ou en Algérie, j'aimerais bien, mais... Enfin bref. Mais voilà, j'évite plutôt les endroits touristiques, genre Marrakech ou je ne sais plus comment ça s'appelle le truc en Tunisie, il est ultra connu, il y a un club med géant, mais bref. J'aime pas trop, moi, les trucs touristiques, bien que Marrakech, ça a l'air magnifique, mais je veux dire par là, si vous voulez rencontrer des vrais Marocains qui ne sont pas habitués, ou des vrais Tunisiens qui ne sont pas habitués aux touristes, ils vont pas vous harceler, ils vont vous recevoir avec amour et bienveillance. C'est génialissime. Et ils vont s'en foutre, ils vont même pas vous poser la question de votre religion ou de votre athéisme. Enfin, peut-être quand même, ne pas avoir de religion, c'est encore pire, mais bref. En tout cas, j'espère que vous avez compris ma conclusion. Pour répéter brièvement, c'est le fait donc de communautariser ces gens, de les ghettoiser et de ne pas leur donner de perspective d'avenir, ni de moyens de réussir dans la vie, ni de moyens de sortir de ce socle culturel et religieux
qu'ils maintiennent pour se sentir exister. C'est comme ça qu'on crée l'islamisation et la délinquance. Alors que si on éduquait tout le monde, comme je vous l'ai dit, dans la mixité sociale, dans la mixité culturelle, dans la mixité religieuse ou pas, à créer de l'ouverture d'esprit, on n'en serait pas là. Sincèrement, on n'en serait pas là. Et c'est pour ça que ma vidéo, c'est la France découvre l'islam. C'est que nom de Dieu, ça fait 60 ans, 70, 70 pour les Suisses ou Belges, qu'il y a des musulmans qui sont en Europe, qui arrivent toujours plus en Europe, et on n'est pas foutu de regarder ce qui s'est passé dans les pays musulmans et comment ils sont passés de pays merveilleux à des pays extrêmement durs et rigoristes. Non mais franchement. Enfin bref, j'espère que ça vous aura appris 2-3 choses, que ma vidéo à tous les gens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de musulmans qui me suivent de par mes amitiés, les voyages que j'ai faits. Donc j'espère que je n'aurai rien dit d'infamant contre vous, votre culture ou la religion musulmane. En tout cas, ce n'était pas mon intention si j'ai pu être maladroit. Et à tous les chrétiens ou juifs ou athées ou agnostiques, j'espère que j'aurais pu vous apporter quelques clés de compréhension et de bienveillance les uns avec les autres. Parce que moi, j'en peux plus quand j'entends Éric Zemmour ou l'autre égyptien, je ne sais plus comment il s'appelle, qui sont tout le temps en train de dire du mal de l'islam. Parce que je ne mets même pas le FN. Le FN de nos jours, ils disent plus rien, c'est la Macronie 2, quoi. Donc, c'est... Parce que je sais que j'ai parlé des gauchistes, alors on peut aussi taper sur les droitards, hein. Je me permets aussi, les Jordan Bardella et compagnie. C'est ridicule. Enfin bref, j'ai pas envie d'aller dans un débat politique cette fois. Mais en tout cas, voilà, c'est à nous de nous tendre la main les uns aux autres, avec ou sans religion, de comprendre quand je rentre chez quelqu'un, je rentre dans son univers, je m'adapte à lui, mais dans la rue, c'est pas moi d'imposer, mais à ma croyance. Voilà, la laïcité, c'est le respect les uns des autres. J'ai déjà fait une vidéo, je crois, sur la laïcité, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, j'espère avoir été clair. Si vous avez des choses à dire, des questions à poser, mettez en commentaire. Sur ce, nous sommes un et je nous aime. Ciao, ciao, que vous soyez musulman ou pas.